Bien, merci d'être présent à cette formation donc pour la lecture d'un bilan et le compte de résultat, les points clés pour l'octroi d'un crédit immobilier. Donc je vais vous présenter très rapidement le réseau H.R. Monson, formateur, et puis surtout on va parler de la lecture d'un bilan et du compte du résultat. L'objectif, c'est de permettre à un courtier en crédit ou à un professionnel de l'immobilier d'appréhender les notions clés de lecture d'un bilan et de compte de résultat afin d'optimiser la présentation d'un dossier de financement ou de décider surtout de ne pas le présenter parce qu'on considère que l'entreprise n'est pas assez viable pour permettre à son dirigeant d'emprunter. Donc le réseau H.R. Monson, donc, ce sont des courtiers en prêt immobilier et assurance de prêt présents sur le Grand Ouest et un peu sur l'Est maintenant, qui est un réseau que j'ai créé en 2003 et qui regroupe aujourd'hui plus de 60 collaborateurs avec un certain nombre de partenaires bancaires qui nous font confiance. On a beaucoup développé les activités digitales de notre groupe. Ouais, c'est bon, impec. Nickel. Ah, Alors n'hésitez pas à couper les micros si vous ne parlez pas. Donc c'est une combinaison efficace du digital et de l'humain avec beaucoup d'expériences qu'on a essayé de mettre au service de produits innovants et de nos clients tous les jours. Voilà, le formateur c'est moi. J'ai fait un DESS de droit des affaires et fiscalité et je me suis orienté après ça dans la création d'H.R. Monson et j'avais 23 ans. 17 ans sont passés, 23 plus 17 égale 40, vous avez compris où j'en suis. Voilà, donc la formation, aujourd'hui, on va voir d'abord les généralités d'un bilan. Faut le faire par rapport à différents types de sociétés. Donc il y a deux grands types de sociétés qui sont d'abord les sociétés de capitaux. On regroupe dans les sociétés de capitaux les entreprises type EURL et SARL, qui sont des entreprises unipersonnelles à responsabilité, donc pour l'URL unipersonnel, donc il n'y a qu'un seul associé, ou SARL, au moins deux associés, donc la société à responsabilité limitée. En clair, les associés mettent un capital au départ dans cette société et ils ne pourront pas, si cette société fait défaut, être attaqués sur leurs biens propres, perdre le capital qu'ils ont investi au départ. Alors dans la réalité des faits, à chaque fois qu'un chef d'entreprise fait un prêt pour son entreprise, sa SARL, souvent il se porte caution de cette entreprise. Donc finalement, on rattache à son patrimoine personnel la dette de l'entreprise. Mais au moins, pour les organismes sociaux, l'URSSAF, les fournisseurs, etc., on ne peut pas aller chercher le dirigeant sur ses biens propres. On retrouve aussi la société par action simplifiée et la société anonyme. Alors la société civile, les sociétés civiles, elles sont donc, elles, par contre, à responsabilité illimitée. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, le gérant de la société civile est responsable sur ses biens propres et personnels de l'intégralité des dettes de l'entreprise. C'est pour ça qu'elle est civile, on dit qu'elle est civile. Il y a deux types, il y a, on va dire trois types de sociétés civiles. Il y a les transparentes, les semi-transparentes et les SCI opaques. Le mot n'est pas forcément bien choisi pour discuter avec l'administration fiscale. Une SCI transparente fiscale, c'est une SCI qui est à l'impôt sur le revenu. C'est donc le chef d'entreprise, le gérant de la SCI qui déclare sur ses revenus l'intégralité des recettes de la société civile, des recettes nettes. La société civile peut opter pour l'impôt sur les sociétés et dans ce cas-là, elle a un compte d'exploitation, sera tenue de faire un bilan stable. Elle peut même opter pour le paiement de la TVA. Et dans ce cas-là, la SCI commence à avoir une certaine opacité juridique et à avoir une vraie vie comptable indépendante. On va retrouver ce type de SCI à l'IS, notamment pour faire des locations Airbnb.
L'intérêt de la SCI à l'IS, c'est qu'elle peut faire l'amortissement du bien, donc elle va générer une charge comptable fictive qui va venir minorer son résultat. Voilà, et on retrouve aussi la société civile de moyens, donc là ce sont plutôt des sociétés qu'on retrouve chez des infirmiers libéraux, des avocats, des professions libérales qui vont simplement être chacune être indépendantes, des TNS, mais elles vont mettre en commun l'usage de, par exemple, de bureaux, prendre un secrétariat partagé, un photocopieur, des charges communes. Eh bien, elles vont créer une société civile de moyens pour mettre en commun leur exploitation. Voilà, donc lorsque on est courtier en crédit et qu'on s'adresse à un chef d'entreprise, il est au-delà d'un client simple classique, il faut s'intéresser à son business. Il faut essayer de comprendre son activité, le fonctionnement de ses flux, de son marché, la façon dont il gère sa société. On ne peut pas appréhender pareil un chef d'entreprise qui gère de la restauration, qui gère de l'industrie, qui gère du service. Et déjà, ça vous aidera à comprendre quand est-ce que vous pourrez le joindre le plus facilement possible. Évidemment, s'il est restaurateur, c'est peut-être pas la peine de l'appeler entre midi et 14h, quoique malheureusement, en ce moment, le pauvre vieux, il est joignable tout le temps. Voilà, s'intéresser à ce chef d'entreprise, à son entreprise, à son bébé, à ce qu'il a créé, ce qu'il a repris, motif tous les jours, eh bien, il en sera flatté. Et ça vous permettra donc à vous de mieux comprendre le dossier. Par ailleurs, un bilan, un compte de résultat, c'est une photographie d'une situation à un instant T. Donc, comme on dit, il y a des périodes où une entreprise a plus de trésorerie que d'autres, et elle a beaucoup moins de stock, et elle a une période où elle a, dans l'année, beaucoup plus de stock et très peu de trésorerie. On peut imaginer des magasins de vêtements qui ont des fonctionnements cycliques en fonction de la collection hiver, en collection été. On peut imaginer aussi un camping qui aura beaucoup plus de trésor au mois de septembre qu'au mois de mars, puisque à la fin de la saison, il y a beaucoup plus de trésor. Donc il est important aussi de mettre en relief un bilan avec l'activité du chef d'entreprise. Et de comprendre qu'un bilan peut être dans une période un peu différente, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas viable. En général, donc dans notre métier, on a besoin des 3 derniers bilans, compte de résultats. La majorité, la très grande majorité des entreprises clôturent au 31/12 et un exercice fiscal dure 12 mois. Le premier exercice fiscal, quand une société est créée, on ne concerne pas trop, il peut être de jusqu'à 23 mois. L'entreprise peut dire, moi je démarre au 1er février, pardon. Ensuite, je ne clôturerai qu'au 31/12/2019. Pareil, une entreprise peut décider une année de changer de date de clôture. Elle va rallonger son exercice pour aller chercher la nouvelle date de clôture. On ne peut pas s'amuser à faire ça tous les ans. Lorsqu'un chef d'entreprise qui clôture au 31/12 vous consulte en octobre, novembre, décembre, là, il faut lui demander dès le départ, dès vos premiers échanges, de voir avec son comptable ou expert comptable, ou directeur financier s'il en a un, de préparer une situation au 30 septembre. C'est très important d'anticiper ça au maximum, parce que les délais de 3 mois entre un sous-seing et un acte authentique sont déjà de plus en plus courts. Alors si on peut anticiper au maximum cette demande de pièces, ça permettra de gagner du temps ensuite. Alors là, il y a un bruit, coupez vos micros si vous ne parlez pas. En janvier-février, lorsque vous avez un chef d'entreprise qui clôture au 31/12, il nous faudra un projet de bilan compte de résultats. En mars, avril, mai, juin, il faudra demander d'avoir des comptes définitifs sur l'année précédente. Et puis en juillet, août, septembre, ça sera intéressant d'avoir une situation sur les 6 premiers mois. Donc rappel de quelques généralités, mais il faut faire une moyenne avec sans S sur 3 ans si l'entreprise progresse. Et évidemment, si l'entreprise régresse, eh bien ça ne fonctionne pas dans le même sens. Dans ces cas-là, il n'y a que la dernière année qui compte. Il faut donc bien connaître l'activité de son client, essayer d'arriver à lire les clients correctement pour expliquer la situation.
peut y avoir un accident de parcours dans une entreprise qui ne va pas corrompre définitivement sa solvabilité. On peut avoir un gros impayé, on peut avoir une erreur de marché, il peut y avoir un repositionnement stratégique, il peut y avoir un pivot. Donc il faut essayer de s'intéresser à l'entreprise et de comprendre comment elle fonctionne. Par ailleurs, les chefs d'entreprise, tout comme les sociétés, sont scorés par la Banque de France. Il y a fichier FIBEN, et puis les entreprises au niveau local qui dépassent quelques millions de chiffres d'affaires, elles sont scorées par la Banque de France, par des assureurs crédit score. L'assureur crédit, c'est celui qui, quand on décide de faire entrer un nouveau client entreprise, eh bien on va vérifier sa note score pour être sûr que s'il il est solvable et qu'il ne va pas faire un impayé. À l'époque où les entreprises se faisaient encore plus crédit que maintenant, c'était très important de vérifier la solvabilité de son client. Les très grands groupes, les villes, les régions, les États, ils sont notés par des organismes internationaux, avec le fameux triple A chez Standard & Poor's, il y a Fitch, il y a Moody's. Voilà, donc il est important que l'entrepreneur dispose d'une bonne note de solvabilité. J'ai eu le cas récemment d'un client qui avait eu des débuts d'entreprise un petit peu difficiles. Coupez vos micros si vous ne parlez pas, s'il vous plaît. Et les bilans n'avaient pas été remis régulièrement à la banque. Et donc, du coup, il avait une note en interne qui n'était pas bonne. Et puis, il avait surtout une note qui était remontée à la Banque de France qui était extrêmement mauvaise, alors que l'entreprise était tout à fait solvable, avec des fonds propres positifs, de la rentabilité. Donc, il est important aussi de demander, d'anticiper et de voir avec son client chef d'entreprise au départ, s'il fait bien ses remontées de bilan, s'il publie même avec une clause de confidentialité, de façon à ce que la note de son entreprise soit bien à jour dans les fichiers. Que quand une banque consulte, le conseiller de clientèle que nous avons en face, il ne va pas se poser de questions si la note elle est F ou G, c'est-à-dire quasiment précontentieux, il va même pas chercher à instruire le dossier. Voilà. Donc il faut euh, bien vérifier ça. Par ailleurs, les banques en interne scorent leurs clients, donc si vous avez un client chef d'entreprise qui a une entreprise de qualité qui n'a pas sollicité sa banque professionnelle, ça peut être intéressant aussi de les consulter, surtout s'ils nous rémunèrent, bien sûr, de façon à obtenir une compréhension directe par la banque de l'entreprise, qui sera aussi la banque personnelle, de la bonne gestion de l'entreprise. Donc on va voir les différents types de documents comptables. Il y a le bilan, qui correspond au patrimoine et aux dettes de l'entreprise, le compte de résultat, qui sont les recettes et les dépenses de l'entreprise, la liasse fiscale, qui est un document fiscal normé, qui reprend bilan, compte de résultat, la situation comptable, un projet intermédiaire de compte de résultat ou de bilan, et puis le prévisionnel comptable, plan de trésor, perspective lors d'une création, même si c'est pas forcément ce qui nous concerne. Mais enfin, on peut avoir un prévisionnel comptable, parce que si jamais on a une entreprise qui a 2 ans et 9 mois, donc avec une très belle situation sur 9 mois, on va demander peut-être un prévisionnel sur les 3 derniers mois, et puis un prévisionnel sur les 2-3 années suivantes. Ça peut aider nous aider à aller décrocher un dossier, un crédit à un client qui n'aurait pas forcément tout à fait 3 bilans. Voilà. Donc le patrimoine de l'entreprise, moi ce que je vais vous montrer ce sont les grandes lignes, et après j'ai un bilan type d'une entreprise qui nous servira d'exemple. Il y a deux grandes catégories, donc l'actif et le passif. L'actif, c'est la richesse de l'entreprise. Cette richesse, elle peut être un petit peu immatérielle, elle est incorporelle, comme on dit, donc c'est un actif qui est immobilisé, partie du patrimoine qui reste dans l'entreprise, incorporelle, corporelle et financière, et puis l'actif circulant, l'actif qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Le stock, les créances clients, les disponibilités sur le compte bancaire. Les points de vigilance, nous, courtiers, qu'on doit avoir, c'est regarder l'actif immobilisé, savoir si l'entreprise possède des bâtiments, par exemple. Elle a du patrimoine, parce que
ça veut montrer quand même qu'il y a une assise de l'entreprise et puis que le chef d'entreprise a fait le choix de mettre des ressources à la disposition de son entreprise. Et puis regardez aussi les disponibilités de l'entreprise, disponibilité avec un S, pardon, qui est sa trésorerie. Alors là, dans ce cas-là, les disponibilités de l'entreprise, c'est l'argent qu'il y a sur le compte, simplement. Donc s'il y a beaucoup d'argent sur le compte, c'est plutôt bon signe. Hein. Il peut y avoir, comme je vous disais, des périodes où vous allez avoir beaucoup de créances clients et un peu moins de disponibilité parce que l'entreprise a un cycle de facturation qui est trimestriel ou semestriel et donc à ce moment-là, elle est en train de faire beaucoup de facturation et elle a très peu disponible. Hein. Une société qui est sur un abonnement annuel qui facture le 25 décembre ou le 26 décembre ses clients pour une année à partir du 1er janvier, elle va avoir très peu de disponibilité le 31 décembre, elle va avoir énormément de créances clients. Voilà, donc le bilan à l'actif, voilà ce qu'on retrouve, l'actif immobilisé, donc c'est les immobilisations incorporelles. Dans notre cas de figure, c'est une société qui est à la fois, et c'est pour ça que je l'ai choisi, une entreprise qui fait du négoce, donc elle achète à des fournisseurs et puis elle revend à des particuliers ou des professionnels. Par ailleurs, elle a une petite activité de production et elle a aussi une activité de service qui nous permet de voir les trois grandes familles de l'entreprise. Hein. C'est production, négoce ou service. Alors, les concessions, brevets et droits similaires, ce sont donc tous les brevets qui ont été déposés notamment par exemple à l'INPI par une entreprise. Cette entreprise, elle a investi 303 000 euros dans des brevets. À la différence des sociétés américaines, les sociétés françaises, elles donc mettent la valeur que leur a coûté ces frais de recherche et développement, pas la valeur qu'elles vaudraient sur le marché. Il n'y a pas ce qu'on appelle le goodwill. Donc on peut imaginer que s'il y a un brevet absolument génial, ça vaut beaucoup plus que 300 000 euros, peut-être que ça vaut millions d'euros à l'échelle de la planète. Enfin, n'hésitez pas à couper vos micros. Hein. Je ne le fais pas pour tous, pour que vous puissiez intervenir et me dire si surtout il y a un problème. Mais n'hésitez pas à couper si vous ne parlez pas. L'amortissement, eh bien, c'est que donc on a une obsolescence du brevet qui est accepté par l'administration fiscale. Hein, ça va venir créer une charge comptable tous les ans qui va venir réduire la valeur de ce brevet à l'actif. Ça va créer une petite perte qui va permettre de baisser le résultat fiscal. Et le fonds commercial, donc 75 000 euros, cette société à la soit fait l'acquisition d'un fonds de commerce, par exemple, puisque quand vous créez une société, vous n'avez pas des valeurs de fonds, vous ne les créez que quand vous la vendez. Voilà. Je vous laisse regarder les différentes catégories. Voilà, donc les immobilisations corporelles aujourd'hui, ensuite, donc ça c'est les constructions, les terrains, donc comme vous le disiez, c'est tout ce qui sert à faire fonctionner l'entreprise. Donc ça aussi, ça a une valeur, hein, c'est tout ce que l'entreprise achète pour faire fonctionner. Alors dans une société de courtage, on va retrouver plutôt les ordinateurs et les bureaux. Mais dans une industrie, on peut imaginer que ce soit des machines-outils, des racks industriels, pourquoi pas des véhicules, tout un certain nombre d'actifs matériels qui servent à faire fonctionner l'entreprise. Les immobilisations financières, donc ça, ce sont par exemple des dépôts de
êtes locataire pour une de vos entreprises, que vous êtes locataire de vos entrepôts, eh bien c'est ici qu'on va retrouver le dépôt de garantie que vous avez versé chez le propriétaire. Si vous avez des filiales, c'est ici qu'on va aussi mettre les titres de l'entreprise, les participations de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même important de bien regarder la valeur, le patrimoine physique de l'entreprise, ce qu'elle a vraiment, donc qui lui sert à faire fonctionner son activité. Voilà. Donc l'actif circulant, eh bien, donc on va retrouver les trois grandes familles. Le stock, donc là ici cette entreprise, donc elle a des marchandises. Certaines sociétés de courtage, puisque je m'adresse quand même pas mal à des courtiers, certains d'entre vous, quand ils ont fini un dossier, ils mettent ici aussi les dossiers où ils attendent les commissions, mais qui sont pas forcément encore signés chez le notaire. C'est un peu un stock, un encours de production de service. Voilà, donc c'est tout ce qui va rentrer, ou tout ce qui est déjà en stock. Le stock, il peut être en partie déprécié par des dépréciations. Donc, si on considère qu'il y a du stock qui est périmé, on peut imaginer par exemple dans les vêtements, si c'est des pièces de l'ancienne collection, eh bien, il faut venir appliquer une dépréciation de ce stock. Ou alors, si on a de la casse, voilà. Si le vin, dans un stock de vin, si une partie du vin est bouchonnée, peut-être qu'il faut faire une dépréciation de stock. C'est dommage. Pour les créances, c'est tout l'argent que vous doivent vos clients. Donc là, on est sur une fin d'année, on a un client on a une entreprise qui a 75% finalement de ses liquidités qui sont sous forme de créances clients. Bon, cet argent, il n'est pas encore sur le compte, comme on dit. Il y a encore, il faut se faire payer par ses clients. Et on peut même avoir ici des provisions pour risque client. C'est ce qu'on voit les 27 941. Ici, le chef d'entreprise a anticipé qu'il allait avoir probablement un client qui allait pas le payer. Alors comment il le sait? Il le sait parce qu'il a fait 3 ou 4 relances et que le client ne se manifeste pas. Ou alors, il y a un contentieux avec ce client n'est pas content de la marchandise, donc il conteste qu'il ne va pas lui payer cette marchandise, donc il faut faire une dépréciation, parce qu'évidemment tout ça c'est du chiffre d'affaires, sinon vous allez payer de l'impôt sur les sociétés, donc il vaut mieux faire une provision en disant mais attendez, ça on va pas l'imposer tout de suite, on l'imposera plus tard si les choses passent bien, et sinon on considère que c'est tout de suite une perte. Et puis on peut aussi avoir un client qui malheureusement dépose le bilan ou est en liquidation judiciaire, et ça sera très difficile pour un fournisseur lambda, un fournisseur chirographaire, ça lui sera très très difficile de se faire payer. Voilà. Et puis en dessous, on a des disponibilités qui sont de l'argent qui est vraiment sur le compte. Voilà. Alors cet argent qui est sur le compte, c'est vraiment la trésorerie de l'entreprise. Donc plus il y en a, mieux c'est pour présenter nos dossiers de crédit. Tout ça donne un total général qui est de 2 325 000. Donc cette entreprise, elle a patrimoine, elle a un actif de 2 325 000, mais il est compensé par un passif. Donc d'abord, les points de vigilance sur l'actif. Il faut regarder l'actif immobilisé, savoir si l'entreprise possède des bâtiments par exemple. Regarder les disponibilités d'entreprise, qui est sa trésorerie. Ça, c'est vraiment les deux points vraiment importants, je pense, pour nos dossiers de crédit. Et le passif, ce sont les dettes de l'entreprise. Alors, la première personne à qui elle doit de l'argent, c'est les associés qui ont versé un capital social. Quand vous versez de l'argent dans votre entreprise en capital social, elle vous doit votre entreprise. Il y a ensuite des réserves que vous pouvez constituer en ne distribuant pas des résultats. Le report à nouveau si vous décidez d'action sur le résultat. Si vous ne faites rien en fin d'année, vous ne prenez aucune décision, automatiquement
le bénéfice ou le déficit est mis en report à nouveau. Et puis le résultat, eh bien, c'est aussi de l'argent que vous avez dû par l'entreprise, puisque c'est la différence entre l'actif et le passif. C'est la variable d'ajustement. Point de vigilance, donc un point super important, primordial, c'est les capitaux propres. Ils ne doivent être absolument pas négatifs. Si vous avez une situation en fonds propres déficit, avec des parenthèses qui constituent le moins en comptabilité ou un moins, c'est un refus immédiat de prêt. C'est même pas la peine de vouloir raconter une histoire à la banque, que ça valait beaucoup mieux, que sa grand-mère va injecter de l'argent, etc. Capitaux propres, fonds propres négatifs, c'est même pas la peine de prendre le dossier. Il faut absolument que le chef d'entreprise rétablisse une situation financière solvable, positive, avant d'étudier un quelconque emprunt. Le report à nouveau négatif, donc ça, c'est la présence d'une perte antérieure. Donc si dans le report à nouveau négatif, vous avez une perte antérieure, il faut regarder pourquoi il y a eu une perte, d'où elle vient, depuis combien d'années l'entreprise est en perte. Un résultat négatif, eh ben, c'est une perte de l'entreprise dans l'année en cours, c'est-à-dire l'année précédente. Donc le chef d'entreprise vous demande un crédit, mais son entreprise perd de l'argent, c'est quand même un point assez négatif aujourd'hui. Je ne critique pas le chef d'entreprise, mais je dis simplement que par rapport à la vision des banques, ils ne verront pas d'un bon œil d'aller prêter de l'argent à quelqu'un dont l'entreprise perd de l'argent, puisque s'il s'engage sur 20 ou 25 ans, le banquier il a besoin d'être assuré sur la pérennité de l'entreprise. Or, une entreprise qui est en perte fait peur à un banquier dans la pérennité. Par ailleurs, il y a toujours pour le banquier l'ombre du soutien abusif. Chef d'entreprise qui, pour une raison X ou Y, détournerait une partie de l'argent prêté par la banque et l'investirait dans son entreprise pour la renflouer, eh bien, si jamais cette entreprise fait faillite, le banquier pourrait être appelé en comblement de passif pour soutien abusif. Donc ici, il faut comprendre aussi la logique du banquier qui veut se protéger. Un montant de capital social important, donc les associés ont mis beaucoup d'argent dans l'entreprise au démarrage, c'est un point positif. Ou alors, c'est qu'ils ont accepté que les résultats de l'entreprise, les bénéfices, ne soient pas distribués, mais ils soient mis en fonds propres. Donc ici, on a une entreprise qui a 200 000 euros de capital social, c'est ce qu'ont versé les associés au départ. Ils ont donc une réserve légale qui est de 20 000 euros, qui est toujours constituée de 10% du capital social. Et ils ont une autre réserve, des autres réserves de 836 539. Alors réserve réglementée, c'est dans certaines typologies d'activité, il faut absolument constituer une réserve réglementée financière qui gère des capitaux privés. Et puis, on a aussi des réserves statutaires ou contractuelles parce que l'entreprise, dans ses statuts, a prévu la mise en place que tous les ans, X pourcentage du résultat doit être mis en réserve statutaire. En réalité, quand une entreprise, ici, elle fait un bénéfice de 272 000 euros, quand une entreprise fait un bénéfice de 272 000 euros comme ici, elle a plusieurs choix. Le choix, c'est de le distribuer aux associés en faisant une distribution de dividendes. Chacun repart avec la partie du bénéfice qui correspond au pourcentage de ses parts. Elle peut décider de l'affecter dans la réserve, auquel cas c'est un engagement. Donc si on prend les dividendes, c'est un engagement des associés à ne pas laisser d'argent dans l'entreprise. Le deuxième engagement, donc je vais les faire par ordre de l'engagement le plus faible par rapport à son entreprise et par rapport au plus fort. Donc je distribue, c'est un engagement de distribuer, donc c'est très faible par rapport à l'engagement que je fais par mon entreprise. Le report à nouveau, je ne prends aucune décision. Donc c'est un des engagements les plus faibles, mais on laisse l'argent dans l'entreprise. Je décide d'inscrire cet argent dans les autres réserves plutôt, d'affecter le résultat aux autres réserves ou aux réserves tout court.
Dans ces cas-là, je fais un effort par rapport à mon entreprise en disant, nous, on va mettre cet argent, on va montrer on fait des réserves, donc c'est quand même un chef d'entreprise quand même prudent, on voit qu'il a quand même 4 fois son capital social en réserve. Et le Graal du Graal, c'est de décider d'augmenter le capital social de son entreprise, d'augmenter les fonds propres, parce que quand on augmente son capital social, eh bien, c'est vraiment un engagement qu'on va laisser de manière définitive presque cet argent dans l'entreprise, puisqu'on ne peut pas distribuer du capital social. Il peut tout à fait décider, par contre, au cours de l'année 2019, de faire une assemblée générale exceptionnelle et de demander à son entreprise une distribution de ses réserves en dividendes. Donc voilà, plus on a un capital social élevé, plus on a des réserves quand même, plus ça montre que le chef d'entreprise a une vision du long-termiste de sa société et qui veut la conforter et la pérenniser dans le temps. Donc ça, c'est des points quand même à appuyer quand on présente son entreprise pour expliquer la psychologie du chef d'entreprise à qui on va demander un emprunt. Donc je répète, les capitaux profs ne doivent pas être négatifs, refus immédiat de prêt, report à nouveau négatif, présence d'une paire antérieure, résultat négatif, perte de l'entreprise, donc c'est un point négatif. Le montant du capital social important, les associés ont mis beaucoup d'argent dans l'entreprise, c'est un point positif. Enfin, une dernière règle, le montant des fonds propres ne doit pas être inférieur à la moitié des capitaux propres. Mon entreprise ne doit pas avoir, je reviens sur la slide précédente, au lieu de 1 328 645, si elle avait 85 000 euros à cet endroit-là, avec un capital social de 200 000, ça veut dire qu'elle aurait une réserve et qu'elle aurait fait une perte qui est venue dévorer la réserve légale plus la moitié des fonds propres, eh bien on aurait une société qui serait en difficulté. Puisque quand vous perdez la moitié de vos fonds propres, c'est plutôt très mal vu par les banques. Le patrimoine de l'entreprise, donc, toujours, on a au passif les dettes de l'entreprise. Donc ce sont les dettes financières. On retrouve dans les dettes financières les dettes bancaires, les découvertes bancaires, les emprunts obligataires, ou encore même les comptes courants d'associés. Alors l'emprunt obligataire, on va retrouver quand même assez peu dans les entreprises que nous gérons, mais dans des très grands groupes, plutôt que de se financer sur une banque, elle va émettre des obligations qui vont être souscrites par des investisseurs. Donc souvent on fait ça au travers de marchés financiers. Mais c'est quelque chose que vous pourriez voir quand même voilà, dans des grosses PME locales, ou que peut-être que l'emprunt obligataire avec le temps va se développer. Alors le compte courant d'associé, on va quand même faire un petit focus là-dessus. C'est un argent qui est prêté par le chef d'entreprise à son entreprise. Elle a un passage difficile, son entreprise, et bien dans ce cas-là, on va lui faire un apport en compte courant. Le chef d'entreprise clairement fait un chèque de son compte personnel vers le compte de son entreprise pour renflouer la trésorerie de son entreprise. Et dans ce cas-là, le chef d'entreprise aura une créance sur sa société et l'entreprise aura une dette envers son dirigeant. Cette dette, elle peut être rémunérée à un taux qui n'est pas inintéressant et qui est même défiscalisé jusqu'à un certain montant. Donc ça peut être aussi pour certains une façon de se rémunérer, de maintenir un compte courant important. Ça peut être aussi le choix d'un chef d'entreprise au démarrage de son activité, au lieu d'une entreprise ayant besoin, par exemple, de 50 000 euros pour démarrer, il va mettre 25 000 euros en capital social. On a compris que c'était un argent qui était bloqué sur le long terme, et il va, dans ce cas-là, mettre 25 000 euros en compte courant d'associé, en disant quand les premières commandes, quand les premiers paiements vont arriver, eh bien au moins je vais pouvoir tout de suite récupérer de l'argent. Il faut comprendre quand même que quand un chef d'entreprise vous dit je me prends 2500 euros par mois, je récupère des comptes courants d'associés et ça me remplace ma rémunération, malheureusement pour nous, on ne peut absolument pas en tenir compte comme une rémunération, puisque c'est une rémunération, surtout de l'argent, il se rembourse juste après, il avait, lui,
dans sa société, un prêt qu'il a fait à sa société. Quand quelqu'un vous rembourse un crédit, vous ne pouvez pas dire que ce sont des revenus. Vous récupérez un capital qui vous appartenait avant. Et puis d'ailleurs, cet argent, il n'est pas taxé à l'impôt sur le revenu et il n'y a pas de charge sociale dessus, puisque c'est de l'argent que vous avez prêté que vous récupérez. Donc seule la rémunération du chef d'entreprise qui correspond à un salaire ou un traitement peut être prise en compte, mais absolument pas les, les comptes courants d'associés et les retraits avec un S, tout le monde l'aura corrigé. On retrouve aussi les dettes fournisseurs, toutes les factures que vous devez à vos fournisseurs et qui n'ont pas été payées. Alors moi je ne sais pas, les loyers, les factures d'achat. Ici, dans le cadre de cette entreprise, elle fait du négoce, donc on va retrouver une partie des achats qu'elle a fait pour revendre le matériel qu'elle vend sous sa forme de négoce. Et puis les dettes fiscales et sociales, on retrouve tout ce qui est les impôts, l'URSSAF, la TVA. Alors parfois ça peut être important, notamment parce que il y a en fin d'année l'impôt sur les sociétés à payer et qui est fait en fonction des résultats. Et donc on peut avoir une dette d'impôt importante parce que ça comprend l'impôt sur les sociétés. Donc l'exemple ici dans cette entreprise, donc c'est 61 000 euros de dette auprès d'établissements de crédit contre 89 000 l'année précédente, donc elle a des dettes qui diminuent. D'ailleurs, lorsque vous allez un peu plus loin dans le bilan et l'analyse du bilan, vous pouvez voir les dettes à plus de 5 ans, les dettes de 1 à 5 ans et les dettes de moins de 1 an. Les dettes de moins de 1 an, c'est souvent du découvert. Et donc, plus vous avez de dettes à plus de 5 ans, mieux c'est, parce que ça veut dire que les banques font confiance à l'entreprise sur le long terme. Voilà. Les dettes fournisseurs, donc ici, on a une grosse dette fournisseur de 523 000 euros, mais rappelez-vous, on avait 780 000 euros de créances clients, donc quelque part, il attend de l'argent. Et puis, dette fiscale et sociale, 166 000, il doit y avoir peut-être un bon tiers qui correspond à l'impôt sur les sociétés. Voilà, les autres dettes, donc ça va être les dettes qu'on peut avoir sur donc le chef d'entreprise qui fait un apport en compte courant. Voilà, donc on a les emprunts obligataires, ça c'est les catégories où il n'y a pas de chiffre en face. Et puis des avances aussi et des acomptes reçus sur des commandes en cours. Il faut aussi quand même, si vous avez reçu des acomptes importants et que vous n'avez pas livré la marchandise, il faut quand même le passer en comptabilité et c'est bien une dette que vous devez. Voilà, donc le point de vigilance sur cette partie-là, elle est un peu, à mettre en face cette dette fournisseur, cette dette fiscale et sociale, elle est un peu à mettre en face de l'actif circulant. Une entreprise peut avoir beaucoup de trésor, si elle a autant de dettes, sa richesse est moindre. J'ai une grosse dette fournisseur, j'ai un petit stock, j'ai peu de créances, une petite trésor, l'entreprise est peut-être en difficulté. Si je dois plus d'argent à des fournisseurs que je n'ai de liquidité, de semi-liquidité, ça peut être vraiment mauvais signe. Voilà, la dette fiscale peut être importante aussi si la société est bénéficiaire. Donc maintenant, on va voir le compte de résultat. Donc ce sont les recettes et les dépenses de l'entreprise. Dans l'analyse ici, il sera important de suivre les évolutions d'affaires sur 3 mois et les résultats intermédiaires. Il y a le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat exceptionnel. Donc le bilan, comme je vous ai mis, comme le compte de résultat, sont présentés dans deux versions. Il y a la version simplifiée, il y a la version détaillée. La version détaillée, elle permettra de voir la rémunération du chef d'entreprise. Rémunération dans un bilan détaillé, on sait exactement poste par poste combien l'entreprise a dépensé. Donc ça, c'est intéressant pour faire une analyse plus fine. Ça peut être exigé par les banquiers. Donc la première chose qui
va rentrer dans un compte de résultat, c'est son chiffre d'affaires, l'exploitation, l'argent qui rentre. Donc là, on doit avoir comme point de vigilance une évolution de chiffre d'affaires. On doit la suivre d'une année sur l'autre, sur 3 années. On doit savoir si ce chiffre d'affaires évolue, s'il stagne, comment progresse la valeur ajoutée. On doit essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Déjà, il faut savoir aussi si c'est une entreprise de négoce, de production ou de service. Une entreprise de service, comme les entreprises de courtage, on produit moins de chiffre d'affaires qu'une entreprise de négoce, de voitures par exemple, mais on a une plus forte marge, on a une plus forte valeur ajoutée chacune de nos sociétés. Le négoce, ça peut être un grand chiffre d'affaires avec des toutes petites marges. Par exemple, l'exemple des voitures, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais on disait que sur une voiture à 30 000 euros, parfois la concession automobile ne gagne que 350 ou 400 euros. Donc il faut comprendre quand même que comme les promoteurs, ils ont des très gros chiffres d'affaires parce que à chaque fois qu'ils vendent un appartement, c'est un chiffre d'affaires, mais ils n'ont pas 30% de marge sur chacune de leurs ventes. Une entreprise de production, elle va avoir aussi beaucoup plus de stock, d'immobilisation, peut-être de recherche et développement, parce que c'est des entreprises qui sont aussi à la recherche de technologies. Donc voilà, il faut bien comprendre dans quel secteur vous vous trouvez, si vous êtes dans du négoce, dans de la production ou du service. Ici, donc, j'ai pris un compte de résultat détaillé, donc ça vous permet, même société, de voir un compte de résultat détaillé. Du coup, ça a compressé un peu la slide, mais bon, ça permet de voir un peu les différentes lignes. Le chef d'entreprise, dans ce cas de figure détaillé, on a le détail de ses ventes par marché, par taux de TVA. On sait la partie de vente qu'il fait, la partie de service, la partie les frais de port. Et on voit qu'il a aussi dans son chiffre d'affaires des frais de port importants parce que c'est quelqu'un qui revend du port. Donc on va avoir du transport, donc on va avoir aussi peut-être des charges de transporteur puisque c'est sous-traité avec une marge. Et puis également, on a qui vient compléter le chiffre d'affaires, les éléments internes comme la reprise sur les créances douteuses de l'année d'avant. Donc c'est ces fameuses parties du chiffre d'affaires que le chef d'entreprise avait mis de côté en disant je suis pas sûr que mon client va me payer. Entre-temps, il s'est fait payer dans l'année 2018, donc il rajoute à son chiffre d'affaires cette reprise, il fait une reprise de sa créance douteuse. Voilà. Donc c'est pas forcément pour vous à comprendre tout ça dans le détail, mais c'est d'avoir au moins les grandes familles. Ici, c'est dans la version simplifiée, donc la partie produit d'exploitation, vente de marchandises. Voilà, ici, elle est vraiment détaillée. La vue simplifiée permet d'avoir des grandes lignes. Et puis, on va trouver à ce chiffre d'affaires, donc net, plus 6 122 000 euros, 295, on va avoir toutes les charges d'exploitation. Donc tout ce qui a servi à faire tourner l'exploitation. On a par exemple bien sûr les achats de marchandises, donc je vous rappelle, c'est une entreprise de négoce, donc elle a acheté du matériel pour le revendre avec une marge. Il y a de la variation de stock de marchandises, donc là c'est pareil, c'est de la marchandise qu'on avait dépréciée parce qu'on estimait qu'on n'arriverait pas à la vendre, ben finalement on a réussi à la vendre. Donc, alors là c'est pas le cas dans ce cas-là, puisqu'en 2017 il y a une variation de stock négative, donc ils ont réussi à vendre de la marchandise qu'ils n'avaient pas. Ils avaient surtout, déprécié. Là, la variation de stock est une charge, donc le chef d'entreprise dit j'ai 114 000 euros de marchandises que je ne pourrais pas revendre et il faut que je le diminue. Ou alors c'est un inventaire qui fait démontrer qu'il y a eu de la perte ou du vol. Voilà. On va retrouver aussi
des achats de matières premières, puisque cette entreprise a une partie production. On va retrouver les autres charges, achats et charges externes. Donc là, ce sont tout, bien sûr dans la vue détaillée, hein, on aurait le détail, mais c'est tous les postes, le téléphone, les frais de transport, de voyage, les loyers, l'affranchissement, l'expert comptable, l'avocat, tout ce qui a servi à payer tous les chèques qui ont été faits par l'entreprise à des fournisseurs, ils sont là. Fournisseurs autres que les impôts. On a aussi les impôts qui sont taxes et versements assimilés à cet endroit-là. On a les salaires et traitements, donc c'est tout ce qui est les salaires bruts payés aux différents salariés, les charges sociales aussi. On va aussi avoir donc la dotation aux amortissements sur immobilisation, donc c'est la dévaluation de la valeur des machines qu'on a tous les ans, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut dans l'actif, c'est cette possibilité de faire baisser la valeur de ces biens en tenant compte de l'obsolescence. Et puis, ça nous amène à un total de charges qui est de 5,8 millions. Donc l'entreprise, elle a un résultat d'exploitation de 321 000 euros. Ce qui fait que son exploitation, on voit par exemple par rapport à son chiffre d'affaires de l'année dernière qui était un petit peu supérieur, hein, 11 000 euros, mais elle a un résultat d'exploitation qui est beaucoup plus important. Alors on peut regarder, les salaires ont un petit peu baissé, puis c'est surtout les achats de marchandises qui ont baissé. Donc il y a eu des achats ont été mieux faits, et tout en maintenant la marge. Donc le résultat d'exploitation, vous avez compris, il doit être positif. C'est vraiment la différence entre les recettes de l'entreprise et tous les moyens humains et matériels qu'elle met en œuvre pour faire son activité. Il y a le casse-tête des startups. On voit de plus en plus de gérants de start-up, de dirigeants de start-up qui viennent nous voir. Eh bien, c'est compliqué parce que dans la plupart des cas, ils n'ont aucune recette et ils ont beaucoup de dépenses, des moyens humains, matériels. Donc là, c'est très déficitaire. C'est aussi dans les charges d'exploitation détaillées, hein, que l'on retrouve la rémunération du dirigeant, la partie des salaires. Donc, soit vous la voyez apparaître à rémunération du dirigeant, et dans ce cas-là, c'est pas compliqué de la retranscrire, soit vous ne la voyez pas apparaître, ça veut dire que le dirigeant a un statut salarié, et donc il est en mesure de vous fournir des bulletins de salaire. Le résultat financier. Alors le résultat financier, c'est lorsque l'entreprise perçoit des revenus financiers de placement de trésorerie, par exemple, et dans les cas généraux, et elle paie des intérêts et des frais bancaires auprès de la banque. Quand il y a un emprunt, tous les intérêts de l'année sont mis ici en charge. Le résultat est souvent négatif, car les entreprises ont souvent plus d'intérêts d'emprunt que de revenus financiers. Aujourd'hui, vu ce que rapportent les placements de trésor, les trois quarts des entreprises n'ont quasiment aucun produit d'exploitation. Par contre, elles ont toujours un emprunt, donc il y a toujours un peu une perte à cet endroit-là. On va de côté le cas des sociétés holding, hein, où si l'entreprise a des participations dans des filiales et qu'elle perçoit des dividendes, ben dans ce cas-là, ici à cet endroit-là, elle va toucher énormément, elle va toucher tous ces dividendes comme des produits financiers. Donc on peut imaginer une holding avec aucun chiffre d'affaires, des moyens humains, un secrétariat, un dirigeant à payer, des bureaux, etc. Donc une perte d'exploitation très importante, et puis un résultat financier énorme, très positif, qui va venir couvrir les charges d'exploitation. Donc dans ce cas-là, c'est d'où l'idée de bien comprendre le fonctionnement des entreprises. C'est normal qu'une holding ait ce type de statut-là. Alors les holdings peuvent être aussi animatrices, et donc dans ce cas-là, elles vont facturer chaque mois des prestations d'animation à leur filiale. Donc elles auront des produits d'exploitation. On retrouve ici donc les produits financiers. Comme je vous disais, très peu de produits financiers, hein, il y a 194 euros
quoi ça correspond? Est-ce que c'est des placements de trésorerie, de SICAV ou autre? Vraiment, c'est très difficile. Et par contre, des intérêts, des charges assimilées, hein, donc l'entreprise qui fait une partie de négoce, donc il faut qu'elle finance son stock. Ce stock, elle peut le financer par peut-être de la facturage, par du découvert, donc ça génère des frais. Et puis il y a aussi des intérêts d'emprunt. Donc on vient faire additionner ce résultat financier au résultat d'exploitation, un résultat toujours courant avant impôt. Et puis on a le résultat exceptionnel, troisième type de résultat. Comme son nom l'indique, il va retracer les événements exceptionnels et non récurrents du bilan. Exemple, une entreprise qui gagne un procès ou touche une indemnité d'assurance, ce sera un produit exceptionnel. Ça va arriver une année, ça n'arrivera pas les autres années. Par ailleurs, si l'entreprise va faire un procès ou met au rebut un actif non totalement déprécié, une charge exceptionnelle sera passée. J'ai une voiture que j'ai achetée 20 000 euros, qui s'amortit sur 4 ans. Je peux donc passer 5 000 euros de charges comptables par an. Au bout de 2 ans, la voiture est écrabouillée. Je touche une prime d'assurance de 2 000 euros. Et bien, je dois donc passer en produit exceptionnel 2 000 euros de prime d'assurance. Et j'aurai une charge exceptionnelle de 10 000 euros qui sera l'amortissement d'un seul bloc du reste de la voiture. Bon, donc ça, il ne faut pas voir une cohérence d'une année sur l'autre. On voit bien d'ailleurs que là, dans cette année, il y a eu des très grosses variations. L'année d'avant, il était positif. Négatif, pardon, l'année suivante, il est positif. Donc ici, notre entreprise, elle a un bénéfice courant avant impôt qui va générer 40 175 euros d'impôt sur les bénéfices. Donc il y aura un bénéfice net de 272 166 euros, pardon. Le bénéfice, elle peut donc décider soit de le distribuer à ses associés, soit de le faire en report à nouveau, c'est-à-dire aucune intervention. Elle peut décider lors de l'assemblée générale de ses actionnaires de faire une réserve, ou alors d'augmenter son capital social. Voilà, donc pas de à comprendre l'histoire du résultat exceptionnel. Si vous avez des très grosses variations, c'est bien de connaître aussi pourquoi, hein, parce que c'est un point qui peut arriver avec un résultat exceptionnel qui est extrêmement négatif une année et qui peut venir corrompre totalement le résultat. Le résultat global peut être déficitaire. Alors que vous aviez un résultat d'exploitation tout à fait correct, vous avez un résultat exceptionnel qui est très négatif. Donc ça, il faut absolument déminer ce point-là, essayer de comprendre pourquoi l'entreprise a eu une perte exceptionnelle, peut-être demander les justificatifs, mais il faut déminer le banquier de, de cette information parce que sinon il va lui s'imaginer des choses. Voilà. Alors, le montage des holdings, sociétés d'exploitation, aujourd'hui, de plus en plus, on peut avoir une société d'exploitation donc qui a une activité commerciale et qui est détenue par une société holding. En clair, le dirigeant qui vous demande un prêt, propriétaire d'une société financière, hein, qui peut avoir une logique classique, mais qui a pour patrimoine tout ou partie des titres d'une société d'exploitation. Alors, il vous faudra demander, bien sûr, un organigramme et les 3 derniers bilans de toutes les structures. Voilà le petit organigramme simple. La personne physique détient 100% d'une holding, d'un holding ou d'une société holding, et cette holding détient jusqu'à 100% d'une société d'exploitation. Alors, les caractéristiques de ce montage, eh bien, donc, c'est une exploitation qui va être déficitaire ou légèrement bénéficiaire. Hein. Si la holding est active, donc elle facture mensuellement à la FI des prestations de management fees, et les résultats financiers très positifs si remontés de dividendes. Donc, on a un cas des montages en leverage by route, hein, le LBO. L'entreprise, j'achète, je veux acheter une entreprise, j'ai besoin de créer une dette financière parce que je n'ai pas les moyens de l'acheter cash.
Dans ce cas-là, je vais constituer une société, faire un apport de l'argent que j'ai dans cette société. C'est cette société qui va faire un emprunt pour acquérir les titres de la société commerciale. Si je détiens au moins 90% des titres de la fille, je peux demander l'intégration fiscale, c'est-à-dire que les impôts sur les sociétés de la fille et de la mère sont fusionnés. Entre guillemets, les impôts de la fille remontent à la mère, le résultat de la fille remonte à la mère, qu'il soit positif ou négatif, avant d'être taxé à 33%. Et c'est, si la mère fait un déficit, ce déficit va être compensé par le bénéfice non encore taxé à l'IS de la fille, et ne sera taxé que le bénéfice net. En clair, je vais faire payer une partie de l'acquisition de ma boîte par l'économie d'IS. Donc ça, c'est un montage qui est extrêmement utilisé. Il y a un intérêt quand vous avez ensuite un holding à peut-être faire l'acquisition si vous avez deux sociétés d'exploitation qui sont commerciales, qui génèrent beaucoup de bénéfices. Et bien ensuite, vous pouvez acheter une société déficitaire ou parce que vous allez la redresser, parce que vous avez une bonne perspective, et vous faites remonter tout le déficit de cette société sur le holding, qui va venir le compenser avec le résultat d'exploitation des sociétés qui, elles, sont positives. Donc, grosso modo, si vous avez en plus acheté cette société pour 1 euro et que vous avez remonté du dividende, vous allez même gagner de l'argent qui va vous permettre, bien sûr, de restructurer la filiale qui est déficitaire. Donc c'est un intérêt quand même bien de connaître ce petit montage fiscal qui n'est pas dans notre giron à nous courtiers en crédit, mais c'est important de comprendre pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, dans quel but. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, c'est l'intérêt. Alors on retrouve plusieurs formules, il y a le owner by out aussi qui permet à quelqu'un qui est propriétaire de son entreprise de se la revendre à soi-même en revendant ses titres à une société holding qu'il va créer de façon à toucher du cash tout de suite et recréer du déficit sur cette société holding qui va emprunter de l'argent à une banque pour acheter les titres. En plus, donc ça c'est un intérêt. S'il apporte ces titres, on bénéficie d'un report d'imposition des plus-values. Hein. Donc on n'est pas imposé. En clair, quelqu'un veut m'acheter ma société, avant de la vendre, j'apporte les titres de cette société sur une holding que je constitue, sur la valeur de revente de mes titres, et du coup je bénéficie d'un report d'imposition des plus-values puisque c'est la société que j'ai constituée qui sera propriétaire des titres qui va les revendre au prix de la constitution de société. Voilà, j'espère que j'ai perdu personne, mais c'est intéressant de voir ces éléments-là. L'alias fiscal, donc c'est un document qui est simplifié, qui est normé. Hein. Les banques ont des outils permettant de scanner et d'ossieriser les documents fiscaux pour scorer l'entreprise. Elle reprend les éléments de bilan et de compte de résultat. À une certaine époque, on donnait aux banques uniquement les liasses fiscales, les documents fiscaux. Aujourd'hui, ils aiment bien avoir la plaquette du comptable complète. Alors, moi, ce que je conseille quand on a affaire à un chef d'entreprise, c'est qu'il vous fasse quand même une mise en relation quasi immédiate avec son expert comptable. Ça permettra de vous soulager, vous, parce que vous n'aurez pas à chaque fois demandé au chef d'entreprise, qui n'est pas forcément souvent joignable, d'avoir les documents. Il aura, lui, l'aspect un peu conciergerie. Il dit, le gars s'occupe de tout. Et puis souvent, l'expert comptable, il a l'habitude de fournir des tas de documents, alors que le chef d'entreprise va avoir du mal, à un moment donné, à vous fournir des documents, parce qu'il va dire, mais ça les regarde pas, ça les regarde pas. On sait bien comment les banques sont, ils veulent tout savoir. Donc je crois que c'est important de bien connaître ça et de se faire fournir les coordonnées de l'expert comptable pour avoir langue directe avec lui. Petite précaution d'usage, il faut que cette mise en relation entre le chef d'entreprise et l'expert comptable se fasse de manière écrite, par un mail.
pouvez pas dire coucou, je suis le courtier qui s'occupe du dossier de monsieur Intel. Il faut vraiment que l'expert comptable soit au courant et qu'il ait un ordre quelque part de mission, une trace écrite du chef d'entreprise. Vous pouvez profiter d'ailleurs du rendez-vous quand vous êtes en rendez-vous avec le chef d'entreprise pour dire est-ce que vous pourriez me mettre en relation tout de suite par mail avec votre expert comptable, ou moins par SMS, je ne sais pas, mais qui est vraiment une trace écrite. Et comme ça, vous aurez aussi tous les éléments. Souvent, en plus, l'expert comptable s'occupe de la fiscalité personnelle du chef d'entreprise. Vous pourrez avoir accès, surtout s'il a du patrimoine, à sa déclaration de revenus fonciers, à son avis fiscal. Vous pourrez aussi, il saura bien mieux répondre que moi à toutes les réponses fiscales que vous pouvez vous poser, pourquoi l'entreprise est en perte, etc., etc. Donc, il pourra vous faire aussi une attestation sur la rémunération du dirigeant, surtout si on est sur une année en cours. Donc, ne pas hésiter à prendre contact avec l'expert comptable, qui peut ensuite, en plus, être une relation commerciale supplémentaire, d'amener du business. Voilà comment ça se présente, le bilan actif-passif. On retrouve les mêmes éléments que sur en précédent que je vous ai présenté. Simplement, vous avez une colonne AA, AB, CX, qui sont des codes pour l'administration fiscale et qui permettent aussi, quand on ossérise ce document, automatiquement, on sait que le AF correspond aux concessions brevets droits similaires en brut. Hein. AG, c'est la même chose, mais en net. En amortissement, pardon. Et, et en net, voilà. Donc, voilà, c'est intéressant de connaître un peu tout ça. Bon, ça, le bilan, enfin, la fiscale, on va pas y passer très longtemps puisque ça reprend les éléments qu'on a vus avant. Bon, la situation comptable, elle se présente comme un bilan ou un compte de résultat. C'est souvent un projet de compte arrêté à une date qui n'est pas celle de la fin de l'exercice. Hein, on peut avoir des situations sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois. Elle permet de donner à la banque une vision plus actuelle d'une entreprise. Si vous arrivez en disant ah ben non, mon client il n'a pas de projet, il n'a pas de situation, vous êtes en avril 2020, le dernier document comptable que vous avez c'est le bilan arrêté au 31/12/2018, on peut imaginer que pour le banquier ce soit difficile d'aller vraiment se faire une bonne projection d'entreprise. Donc il faut comprendre que il faut demander rapidement ces éléments-là parce que bon, la comptabilité n'est pas forcément à jour et il faut arriver à obtenir ça. Une bonne situation comptable peut aussi remplacer un bilan manquant. Hein. Une société qui a moins de 3 ans d'activité, si elle a 2 ans et 9 mois, comme je vous le disais précédemment, peut-être qu'une situation 9 mois qui montre que l'entreprise est vraiment florissante, ça peut venir convaincre un banquier de prêter au chef d'entreprise. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un cumul avec l'entreprise qui a pas de moins de 3 ans, pas d'apport, pas d'épargne, un taux d'endettement au taquet. On comprendra que là, dans cette situation-là, c'est difficile. Mais non, mais un dossier qui cumule quand même beaucoup de bons points et qui aurait ce seul mauvais point, je suis sûr qu'on peut convaincre quelques banquiers, mais il faudra éviter à tout prix de demander crédit logement parce que crédit logement demande 5 ans. Il faudra aller sur une garantie réelle, hypothèque ou privilège de prêteur de deniers. Le prévisionnel, le plan de trésor. Donc, ce document peut être rédigé par le comptable ou le chef d'entreprise. Hein, il s'agit d'une fiction sur les futurs revenus de l'entreprise. Il en faut un lorsqu'on demande un prêt professionnel et il se présente sous la forme d'un compte de résultat. Le plan de trésor est plutôt un fichier Excel qui montre une situation mois par mois avec encaissement, décaissement. On voit ce qui reste à la fin du mois, on voit l'apport qu'il faut faire, à quel moment il faut le faire, il y a des reports de solde. Donc ça permet de déterminer un petit peu le fonds de roulement, le besoin de trésorerie. C'est pas forcément, c'est pour votre bonne culture. Dans le cadre de nos dossiers de crédit, on est peu amené à demander des plans de trésor. On va le demander parce que justement l'entreprise peut avoir une difficulté de trésorerie. C'est pas toujours très simple. On a compris que banques prêtaient quand même à des sociétés qui étaient plutôt dans une santé financière saine.
Voilà, je reprends 3 notions et après c'est terminé. Il y a l'amortissement qui est une charge comptable fictive, hein, qui prend en compte donc l'obsolescence d'un actif. Le temps d'amortissement diffère selon l'actif. J'ai des bâtiments, je vais pouvoir les amortir sur 20 ans, 25 ans. De l'informatique, ça va être sur 2 ans ou 3 ans. Une voiture sur 4 ans. Un logiciel sur 2 ans. Évidemment, ce que je ne peux pas amortir sur plusieurs années, ça va passer en charge. Les provisions, l'entreprise anticipe un risque, le risque de perdre un procès, provisionne la perte, ou encore le risque de ne pas être payé par un client en défaut de paiement. Donc ça, Louise met de côté le chiffre d'affaires qu'elle a déclaré, en disant j'ai bien fait cette vente-là, mais aujourd'hui je ne suis pas payé, pas sûr de l'être. Voilà, ou c'est telle chose, mais j'anticipe tel risque. Voilà. C'est contrôlé, vous ne pouvez pas vous amuser à faire des provisions n'importe comment. Il faut quand même que vous ayez un dossier sur chaque provision que vous passez. Et puis la reprise de provision, c'est on réintègre la provision au produit, car le risque envisagé ne s'est pas produit ou ne s'est pas totalement produit, donc je répercute uniquement, je reprends uniquement ce dont j'ai besoin. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, réponses, maintenant, on puisse en discuter.